Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints si nombreuses et si nombreux ce matin. Et encore désolé pour ce petit retard dû à quelques impondérables techniques. Alors j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du Fonds Dr Daniel de Koning et de la Fondation Roi Baudouin pour ce séminaire consacré à l'altération santé organisationnelle. Alors, comme vous le savez, vous pouvez suivre ce webinaire en anglais, en français ou en néerlandais. Vous avez pu choisir déjà votre langue en vous connectant. Mais sachez que si vous voulez changer de langue, c'est tout à fait possible pendant le webinaire. Il vous suffit de cliquer sur la petite sphère, le petit globe que vous avez dans le coin supérieur droit de votre écran et vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, le fonds Dr Daniel de Koning est un fonds qui est géré par la Fondation Roi Baudouin et qui investit dans les soins de première ligne, des soins de première ligne accessibles, de qualité importante et surtout humains. Et depuis sa création en 2018, le fonds s'est intéressé au développement des compétences en santé, au renforcement des compétences en santé. Et ainsi, au cours de ces 5 dernières années, le fonds a soutenu une recherche et a développé différentes initiatives concrètes qui visaient à renforcer la littératie en santé et la littératie en santé organisationnelle dans la première ligne. Alors, dans le cadre de notre travail autour de ces concepts de littératie en santé organisationnelle, de nombreux projets sont revenus vers nous en nous demandant tiens, comment est-ce que vous pourriez nous soutenir pour mieux impliquer les professionnels de la première ligne dans ces questions de littératie en santé organisationnelle. Et afin de pouvoir leur apporter quelques réponses, et puis surtout de les partager avec l'ensemble du secteur, le fonds a décidé d'organiser ce séminaire, ce webinaire aujourd'hui, et d'inviter le docteur Jill Rowlands à y participer. Alors, au nom du fonds et de la Fondation, je tiens évidemment à la remercier d'avoir accepté immédiatement de nous rejoindre ce matin et de faire de la place dans dans un agenda qui était déjà bien chargé pour elle. Thank you very much for that, Jill. Alors, avant de lui passer la parole, je voudrais juste vous rappeler quelques éléments de biographie. Donc, Jill est médecin généraliste de formation. Elle est chercheuse et enseignante en littératie en santé à l'Université de Newcastle. Elle dispose d'une énorme expérience qu'elle a acquise de par sa pratique professionnelle en maison médicale auprès de personnes qui sont soit des migrants ou soit des personnes socio-économiquement défavorisées. Elle pourra bien sûr compléter ce bref CV lorsqu'elle prendra la parole tout à l'heure. Alors avant de lui passer cette parole, juste quelques mots sur le déroulement de la matinée. Tout d'abord, on a la présentation de Jill qui va durer entre 20 et 30 minutes. Ensuite, on disposera d'une grosse heure pour traiter vos questions et faire un échange avec elle jusqu'à environ 11h55. Et puis, ma collègue Anne, qui m'accompagne ici en studio, conclura ce webinaire. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier mes collègues Anne et Pascal pour l'organisation de ce webinaire et Compagnie Webcast qui a rendu l'organisation de celui-ci possible. Voilà, je nous souhaite une matinée riche en enseignements. And Jill, the floor is yours. Thank you very much. Merci beaucoup. First slide, please. Lovely. And we'll move straight on to the second Je slide. propose de passer immédiatement au deuxième slide. Alors, je voudrais vous parler des objectifs du webinaire de ce matin. Alors, je vais tout d'abord vous expliquer les définitions et les concepts de base de la littératie en santé et de la littératie en santé organisationnelle. Je vais décrire les différentes étapes que peut suivre la médecine générale afin de développer des politiques et des collaborateurs qui connaissent la littératie en santé. Je vais décrire le rôle que les patients peuvent jouer dans ce processus et je vais également vous donner quelques exemples. Je vais vous donner des exemples et je vais également vous donner des outils relatifs à la littératie en santé organisationnelle. À la fin de ce webinaire,
vous comprendrez les définitions et les concepts de base les plus importants et vous comprendrez aussi leur importance. Vous comprendrez aussi ce que peuvent faire les médecins et les collaborateurs et les professionnels de la santé afin de promouvoir des approches de littératie en santé. Vous comprendrez aussi le rôle que peuvent jouer les patients. Vous disposerez d'outils pour améliorer vos consultations et pour arriver à renforcer la littératie en santé des patients. Et vous saurez aussi où obtenir des informations sur la littératie en santé organisationnelle, sur les audits et les process. Commençons par les définitions et les concepts. Si nous voulons comprendre la littératie en santé organisationnelle, si nous voulons voir tout cela, eh bien, les concepts et les définitions sont importants. Les définitions que vous voyez apparaître à l'écran peuvent paraître complexes. Ce n'est pas un bon exemple de littératie, mais elles sont utiles. Elles sont utiles parce que ce sont des définitions holistiques et elles reflètent finalement toute la complexité et la profondeur des concepts. La littératie en santé, c'est la capacité des individus, des familles, de communautés de saisir, de comprendre, d'apprécier et d'appliquer des informations relatives à leur santé, et ce, tout au long de leur vie. La littératie en santé organisationnelle, c'est aussi la réactivité par rapport à la littératie en santé. Et c'est la mesure dans laquelle des organisations mettent des informations relatives à la santé à disposition des gens, et cela en fonction des forces et des restrictions de la littératie en santé. Le concept des précautions universelles est quelque peu différent. Ce sont des actions que des organisations ou des individus peuvent prendre là où on veut minimiser les risques pour tout le monde, surtout dans les cas où on ne sait pas où sont les plus gros besoins ou les plus gros risques. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans tout domaine de la santé, y compris dans la littératie en santé. Voici un modèle très clair, je pense. Il a été développé par ma collègue Christine Sorensen en partenariat avec le groupe européen en charge de la littératie en santé. Et ce que vous voyez, c'est qu'au cœur de cette illustration, vous voyez la capacité d'accéder, de comprendre, d'apprécier et d'appliquer des informations relatives à la santé. Les patients doivent pouvoir faire ceci au niveau des traitements et des soins. Lorsque les patients ont un problème, sont-ils capables de trouver l'information? Sont-ils capables de prendre soin d'eux? Et est-ce qu'ils sont capables de se guérir? S'ils ont une maladie comme le diabète, par exemple, est-ce qu'ils sont capables de prendre soin d'eux pour se protéger, pour veiller à leur santé? Ensuite, vous avez le cercle de la prévention. Est-ce que les gens sont capables de comprendre les risques liés à certains actes, certaines choses? Est-ce que les gens sont capables de prendre des mesures pour éviter de contracter l'une ou l'autre maladie? Je pense par exemple, est-ce que les gens savent qu'ils doivent
manger sainement pour réduire le risque de contracter le diabète. Et puis, il y a tout ce qui concerne la promotion de la santé. Ce sont là toutes les activités que l'on peut prendre, que l'on peut organiser pour promouvoir la santé, c'est-à-dire promouvoir le fait de manger sainement, d'avoir une activité physique régulière. Et tout cela peut se faire au niveau individuel, mais peut aussi se faire au niveau de la population. Ensuite, vous voyez ici un modèle un peu différent. Et ce que j'aime dans ce modèle, c'est sa simplicité. L'on voit ici que la littératie en santé est un équilibre entre la capacité des individus, des familles et de communautés entières et les exigences et la complexité du système. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'un système exigeant et complexe qui est plus complexe que les besoins et les demandes des familles. L'exemple que je vous donne, c'est l'accès du patient à son dossier médical au Royaume-Uni. Pratiquement tout le monde a accès à son dossier médical au Royaume-Uni. Mais il n'y a que 5% des patients qui savent qu'ils ont accès à ce dossier médical. Et moins d'1% va réellement consulter son dossier médical. Donc le système existe, le système a été conçu, élaboré, mais personne ne l'utilise. Et donc, nous devrions simplifier ce système. Nous devrions simplifier le système ou alors nous devons augmenter les connaissances et les capacités des individus, des familles. Ou alors on peut agir sur les deux plans. Alors, ce que je vous montre ici, c'est un modèle conceptuel de la littératie en santé qui est basé sur le modèle de Christine Sorensen que je viens de vous montrer il y a quelques minutes. Prochain transparent, s'il vous plaît. Nous voyons apparaître l'illustration à l'écran. Alors, ce que vous voyez ici, c'est qu'au cœur, vous avez les aptitudes de base, lecture, écriture, numératie, la parole, s'exprimer, et puis les constats. Et ensuite, il y a au sein de l'organisation plusieurs niveaux. Et alors, nous allons voir quels sont les niveaux, quels sont les différents domaines. Nous avons le niveau micro. Au niveau micro, vous avez la communication et vous avez aussi les sensibilités culturelles. Ensuite, vous avez un niveau méso. Un niveau méso. Et là, vous voyez quoi? Eh bien, là, vous voyez que l'on travaille avec des utilisateurs. Vous voyez qu'il y a le développement et l'approche des organisations. Et puis, vous avez le niveau macro. Au niveau macro, nous avons les politiques, nous avons la santé, l'enseignement, la politique dans son ensemble, nous avons les aspects culturels,
Et puis, nous avons la société dans son ensemble. Nous avons l'attitude Next slide. de la société. And again, please. Okay. So that's what Alors voilà, talking about in terms of voilà de organizational quoi health nous literacy. parlons Why quand nous is parlons de la literacy littératie en santé So organisationnelle. why is health literacy important? Pourquoi la littératie en santé est-elle importante? It's important because it is Eh common. bien, c'est important It has parce que c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose qui a un impact, and there are c'est lié à des inégalités to address et it. nous pouvons prendre des mesures Next slide, pour please. le gérer, pour So l'améliorer. this shows how common low health À l'écran, literacy vous is. voyez ici So these findings are from the la prévalence de la littératie en santé. Les données que je montre ici remontent à 2019. Elles remontent donc à une enquête, un sondage réalisé en 2019. Et ce que vous voyez, c'est que vous voyez les différents pays concernés et vous voyez qu'à peu près la moitié des personnes, 50% des gens, ont une littératie en santé qui pose problème ou qui n'est pas adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens ne disposent pas des capacités nécessaires pour appréhender, comprendre, apprécier et appliquer les informations relatives à leur santé. Alors, ceci varie fortement d'un pays à l'autre. Et je pense que cela prouve que la littératie en santé est un équilibre, d'une part, entre les aptitudes des gens et la complexité du système, d'autre part. Alors, les résultats que je vous montre ici sont les résultats d'une étude que j'ai publiée en 2015. Nous avons étudié les niveaux de littératie en santé au Royaume-Uni. Et tous les facteurs que vous voyez à l'écran sont liés à des niveaux de littératie en santé. Alors, la littératie en santé est liée au genre, à l'âge de la personne, l'ethnicité, c'est-à-dire faites-vous partie d'une minorité, êtes-vous né au Royaume-Uni ou ailleurs, est-ce que l'anglais est votre langue maternelle ou pas, est-ce que vous avez un niveau d'études faible, avez-vous un travail ou êtes-vous au chômage? Il y a des gens qui ont des jobs peu qualifiés, des gens qui ont des revenus trop faibles, qui ne possèdent pas leur propre maison, ou des gens qui vivent dans des régions où il y a beaucoup de démunis. Et si vous prenez tous ces facteurs ensemble, vous voyez qu'ils sont tous pertinents, sauf peut-être celui où les gens sont-ils nés au Royaume-Uni ou pas, parce que ça s'explique par le fait que les gens ont l'anglais comme langue maternelle ou pas, et si les gens font partie de groupes minoritaires ou pas. Qu'ils ont un travail ou pas, ça c'est justifié par le taux d'emploi ou par le job qu'ils peuvent faire et par leurs revenus. Et ceci est intéressant. Vous pouvez faire ça pour chaque pays, mais dans chaque pays, ce sera différent. Prochain transparent. Alors ici, vous voyez l'impact d'une faible littératie en santé. Vous voyez ici que les gens qui ont une faible littératie en santé, eh bien, ces gens-là ont un état de santé qui est moins bon, en tout cas un état de santé autodéclaré moins bon. Et ici, vous voyez que les gens qui ont une faible littératie en santé sont plus à même de développer des problèmes de santé à long terme. Et sur ce transparent-ci, vous voyez que les gens qui ont des problèmes de santé chroniques
Eh bien, si ces gens ont une faible littératie en santé, eh bien, ils seront plus susceptibles de souffrir des suites de ces maladies chroniques sur leur quotidien. Alors, que se passera-t-il ou que se passerait-il si nous arrivions à augmenter la littératie en santé des gens? Et pour étudier cela, nous avons étudié des groupes socialement défavorisés. Nous avons étudié un groupe de personnes en Irlande. Nous avons pris des données d'une enquête européenne sur la littératie en santé de 2012. Et que voyons-nous? Nous voyons qu'il y a une gradation. Alors, vous voyez le risque de développer des maladies chroniques. Vous avez le risque de devoir aller régulièrement à l'hôpital. Vous voyez ensuite le nombre de personnes qui fument et puis le nombre de personnes qui disent être en bonne, voire en très bonne santé. Prochain transparent. Et donc, si nous tentons d'établir lequel de ces points est significativement lié à une faible littératie en matière de santé, on voit que souffrir d'une maladie à long terme est associé avec une faible littératie uniquement pour les personnes appartenant aux niveaux socio-économiques les plus bas. Et si nous considérons le pourcentage de la population qui est souvent hospitalisée, on voit que là, l'association significative, on ne l'observe que pour les personnes appartenant aux groupes socio-économiques moyens et élevés. Les personnes qui fument, là, il y a à nouveau un lien tout à fait significatif avec les personnes appartenant aux milieux socio-économiques les plus défavorisés et le groupe socio-économique moyen. Et vous pouvez donc voir que ces trois éléments liés à une faible littératie en matière de santé concernent avant tout les personnes appartenant aux niveaux socio-économiques les plus vulnérables. Mais si on considère le nombre de personnes en bonne ou en excellente santé, vous pourrez voir que pour ce qui est de la santé, en fait, ces personnes, la plupart du temps, présentent un sentiment de moins bonne santé. Et on le voit pour les groupes socio-économiques moyens, les groupes socio-économiques les plus vulnérables qui vont pouvoir bénéficier de cela en matière de fréquence, d'admission à l'hôpital, le risque du tabagisme. Mais tout le monde trouverait un bénéfice en renforçant la littératie en matière de santé. Alors, quelles sont les démarches qu'un généraliste peut entreprendre pour développer les politiques en matière de littératie de santé au sein de sa pratique et de son personnel? Ce qui nous intéresse ici, c'est avant tout de simplifier le système, de veiller à ce que les exigences, la complexité soient simplifiées. Si on en revient à ce modèle conceptuel que je vous ai montré précédemment,
Il y a donc ici toute une série de capacités, de savoir-faire, et il s'agit ici de constats au niveau national, au niveau local, mais il faut bien en avoir conscience. C'est le contexte dans lequel les généralistes peuvent arriver à rendre le public plus sensible à la notion de santé. Réfléchir à ce qu'est la santé, voir quels sont les éléments clés au niveau national, au niveau local. En matière d'éducation, literacy and numeracy language levels like across the country? Quel est le niveau de connaissance du langage médical? Est-ce que les écoles sont intéressées par la littératie en matière de santé? Parce que si les écoles étaient intéressées, cela pourrait permettre de renforcer la littératie en matière de santé au sein de votre communauté locale. La politique à mettre en œuvre, il faut comprendre quelles sont les politiques nationales ou locales en matière de littératie de santé. Mais bien sûr, si l'on prend des initiatives, ça coûtera de l'argent. Il faut voir si on peut avoir accès à des fonds pour venir vous soutenir financièrement. Et puis, il faut également comprendre la culture locale, la société locale. Il faut comprendre les groupes confessionnels, les groupes culturels de l'endroit où on travaille. Je travaille, par exemple, dans une région où il y a beaucoup de musulmans. Et nous avons dû veiller à comprendre leur culture et à travailler avec eux pour améliorer la littératie de santé. Au niveau méso, Next slide, please. So this needs a whole organizational approach. il faut une approche organisationnelle. Il faut intervenir à tous les niveaux de l'organisation. Il faut toucher les personnes dirigeant l'organisation. Il faut également concerner le personnel. Et lorsque vous vous lancez dans ce genre d'initiative, il faut veiller à ce que dans les études, dans les documents, la littératie de santé soit toujours reprise pour qu'il y ait une sorte de processus d'amélioration continue. Il faut également penser aux usagers. Si vous faites cela, vous allez peut-être concevoir des systèmes qui vont correspondre aux patients et à leurs besoins. Et si vous faites intervenir un groupe de patients, par exemple, eh bien, contactez-les, concertez-vous avec eux et testez vos initiatives avec eux, essayez de voir quel est le feedback que vous recevez. Et vous allez voir qu'ils vont se sentir impliqués
et qu'ils vont parfois vous donner d'excellentes suggestions d'amélioration. Et puis, il vous faut veiller à ce que la littératie de santé soit reprise dans les activités en matière de développement des organisations. Et je vais vous montrer un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser à cette fin tout à l'heure. La sensibilité culturelle est d'une importance tout à fait vitale. Ça va vous permettre de développer des systèmes que les personnes sont capables d'utiliser et utiliseront volontiers. Et c'est particulièrement important pour le personnel qui est en interaction avec les patients. Il faut également veiller à créer des aptitudes nécessaires en matière de communication et à veiller à améliorer la manière dont se déroulent les consultations. On en arrive ainsi au niveau micro. La sensibilité culturelle. Il faut éveiller, attiser cette sensibilité culturelle pour que les individus puissent disposer d'informations qu'ils peuvent aisément comprendre. Et puis la qualité de la communication. Il faut comprendre les principes de la littératie de santé. Il faut également pouvoir utiliser les techniques de littératie de santé. Alors, voici les 10 caractéristiques d'une organisation ou de la littératie en matière organisationnelle. C'est une tâche énorme et je vous dirais que vous devez avoir toujours à l'esprit ces différents éléments, mais il faudra travailler pas à pas et chaque démarche que vous allez entreprendre aura pour effet d'améliorer la situation pour vos patients. Voilà des outils que vous pouvez utiliser dans votre cabinet. Voilà un outil de qualité qui peut être utilisé. Vous le trouvez sur Internet. Vous pouvez le télécharger. L'adresse figure d'ailleurs sur le slide. Il vous faut un observateur et un participant. Le participant est un membre du personnel du cabinet et l'observateur peut être, par exemple, un nouveau membre du personnel, un étudiant, voire même un patient. Et les membres d'un groupe de patients pourraient vous être très utiles. C'est une démarche pas à pas et ça commence par collecter les premières impressions au téléphone, sur le net, et puis finalement on va jusqu'à se livrer à un contact direct, à des interviews, et on tient également compte, bien sûr, du feedback. On peut se livrer à des réflexions concernant certains problèmes. Donc, une autre approche est un questionnaire en 10 points. C'est un outil qui a été développé par à la suite d'un partenariat entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Cet outil
est tout à fait adapté aux hôpitaux et il nous donne une idée de la manière dont les éléments interagissent. Et il nous fournit surtout le point de vue des médecins et du personnel médical. Voici ici le questionnaire. Il pourrait être intéressant pour vous de réfléchir à ces différents éléments et de voir où votre cabinet aurait un score élevé et où il y aurait encore une marge d'amélioration pour votre cabinet. Et si vous obtenez 6 ou 7 sur 10 pour ces différents points, vous travaillez de manière tout à fait excellente. Je vais également vous montrer des outils que vous pouvez utiliser en consultation. Il y a par exemple le Teachback. C'est un outil que j'utilise en permanence. Et ça a révolutionné ma manière de faire. Il faut veiller à savoir si les explications qui ont été données ont été clairement données. Une chose que vous ne pouvez pas oublier, c'est que ce n'est pas un examen pour le patient. Vous demandez au patient si vous avez suffisamment clairement expliqué les choses pour qu'il puisse les comprendre. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fournir les informations et puis vous allez demander au patient de vous réexpliquer ce que vous lui avez dit. Et si vous vous rendez compte qu'il n'a pas bien compris, eh bien, vous allez recommencer l'exercice. Et ceci améliore la qualité des soins, améliore la compréhension des patients et améliore également la capacité des patients d'agir en tenant compte des informations que vous leur avez transmises. Alors voilà comment vous pouvez poser ces questions. Je voudrais vérifier si j'ai bien expliqué les choses. Est-ce que vous pourriez me dire de quoi nous avons parlé? Et qu'est-ce que nous avons convenu? Qu'est-ce que vous alliez faire? Mais vous pouvez également dire comment allez-vous expliquer ce dont nous avons parlé à votre famille?
Et donc, il faut voir quelles sont les possibilités d'enseignement qui existent au niveau local. Il y a les bibliothèques au niveau local, il y a les cours qui sont dispensés au niveau des quartiers, etc. Tout cela, c'est souvent une possibilité permettant de soutenir les patients et de les aider à développer des capacités en la matière tout au long de leur vie. Bien, voilà la fin de mes slides. Je crois que maintenant, nous allons pouvoir passer à la discussion. Nous allons pouvoir aborder vos questions et, si nécessaire, nous allons également pouvoir présenter un certain nombre d'études de cas. Je vous remercie de votre bonne attention. Merci Jill Rowlands pour cet exposé fort clair. Je crois qu'il serait bon, une fois de plus, de souligner l'importance de la littératie en santé et de voir quelles sont les démarches qui peuvent être entreprises en ce sens et les outils qui peuvent être utilisés à cet effet. Mais nous soutenons également un réseau d'apprentissage et nous constatons surtout que mettre tout cela en pratique, ce n'est pas évident. En dépit du cadre qui a été créé, cela reste toujours un peu empirique, expérimental, et c'est la raison pour laquelle nous avons prévu la possibilité de poser des questions, de se livrer à un échange. Et nous allons essayer de répondre à la plupart de vos questions. Nous avons déjà reçu des questions au préalable et je voudrais commencer par une première question. Et cette première question est la suivante, Jill. Et quelqu'un dit au sein de notre organisation, il y a de grandes différences au niveau d'éducation, de formation du personnel. Comment aborder cela si on veut travailler à cette littératie en santé au sein de notre organisation? Je pense que si nous voulons avoir la littératie en santé, eh bien, partout, à tous les niveaux avec les collaborateurs, eh bien, quand vous parlez de ceci à des personnes, parlez-en dès l'introduction. Expliquez aux gens ce que c'est de manière à ce que les gens comprennent ce qu'est la littératie en santé. Moi, j'utiliserais par exemple des jeux de rôle. Lorsqu'il y a par exemple une séance de formation, chez moi par exemple, une fois par mois, nous avons une séance de formation. Eh bien, à ce moment-là, on fait des jeux de rôle. Et certains collaborateurs, eh bien, jouent le rôle du patient et font comme s'ils ne comprenaient pas ce que l'autre personne leur dit. Et ensuite, voilà, on en parle, on réfléchit, puis on inverse les rôles aussi. Et je pense que toutes les personnes qui sont en contact avec les patients doivent pouvoir s'entraîner. La personne qui s'occupe de l'accueil, les médecins, les infirmières. Et c'est assez marrant. Et moi, je dirais de faire ça quand même 2-3 fois par an. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple insister sur certains domaines. Par exemple, si au niveau de votre pratique, de votre cabinet, vous avez beaucoup de personnes qui souffrent du diabète, eh bien, vous réfléchissez au diabète et vous vous dites, tiens, comment est-ce qu'on peut
expliquer cela, bien l'expliquer. Et donc, voilà l'approche que je conseillerais. Et si vous utilisez les outils dont je vous ai parlé, vous avez ce qu'il vous faut. Une fois que les gens comprennent bien ce qu'est la littératie en santé, vous pourrez utiliser les outils de la littératie en santé organisationnelle. Vous demanderez par exemple aux gens de répondre au questionnaire, les 10 questions. Et alors, vous allez voir si les gens sont déjà très familiers avec le concept. Et puis, vous pouvez aussi faire l'interview, par exemple, la walk-in interview. Ça, c'est vraiment une bonne façon de voir comment on peut améliorer les choses. Il faut que les collaborateurs comprennent bien ce qu'est la littératie en santé. Ils doivent en comprendre toute l'importance et ils doivent disposer des outils pour pouvoir l'utiliser. Et je suis très contente si vous utilisez, vous diffusez ma présentation un maximum. Merci. Une autre question qui vient des projets qu'on soutient. Et ça concerne justement ces outils dont vous avez parlé, le Teachback, le Ask Me Tree. On nous demande s'il y a d'autres stratégies de communication interpersonnelle que l'on peut utiliser pour avoir une stimulation de la proactivité des patients à communiquer avec les soignants. D'autres pistes, d'autres outils utilisables. Okay. Right. So I think the teach back technique Je pense que la technique du Teach Back is the one to use. est vraiment la technique à utiliser. It gets the patient to tell you Parce que vous allez what they thought, demander au what they patient said and what ce qu'il a compris, ce qu'il pense devoir faire. it's something that you just learn to build into your everyday Et c'est practice. vraiment quelque chose que vous devez utiliser au quotidien dans tous vos contacts. Et lorsque vous avez des formations avec les collaborateurs, je dirais, faites des jeux de rôle et habituez-vous à dire aux gens, je voudrais vérifier maintenant que j'ai bien expliqué tout cela. Est-ce que vous pouvez me résumer ce que je vous ai dit? Qu'allez-vous faire maintenant? Pouvez-vous me dire ce que vous direz à votre femme, votre mari, en rentrant chez vous après cette consultation? Et ce qui se passe en utilisant cette technique, eh bien, le patient passe d'un rôle passif où il reçoit l'information et il devient un utilisateur actif. Il utilise l'information qu'il a reçue. Et plus vous allez utiliser cet outil, plus vous aurez confiance et plus vous vous sentirez aussi en confiance lorsque vous demanderez cela. Mais le patient aussi va se sentir compris et le patient aura l'habitude de faire ce retour et de résumer ce qu'il a entendu et de vous dire ce qu'il fera. Merci beaucoup, Gilles. Alors, une personne nous demande maintenant si les 10 caractéristiques de la littératie en santé organisationnelle, est-ce que dans ces 10 caractéristiques, est-ce qu'il y a certaines priorités pour vous? Quelles sont les plus importantes avant d'appliquer? Quelles sont les plus importantes? That would be something Alors, that I would sit down and think about eh it bien, je dirais, asseyez-vous, réfléchissez with your patients about maybe if you've et got a patient parlez aux patients. Peut-être que vous avez un groupe de patients qui donnent des conseils, par exemple. Et je pense que ce questionnaire devrait être utilisé par tout le monde. Vous mettez des scores et puis vous
regardez, vous mettez pour chacune des questions un score et puis vous allez vous rendre compte quels sont les domaines dans lesquels vous êtes déjà bon. Vous verrez aussi quels sont les points à améliorer. Et ça, c'est ce que je ferai. Vous aurez ainsi des quick wins parce que vous verrez tout de suite quels sont les domaines qui requièrent toute votre attention et c'est ces domaines-là sur lesquels vous devrez travailler en priorité. Merci. Une question encore sur le rôle des prestataires. On nous demande, d'après votre expérience, comment est-ce qu'on peut sensibiliser des prestataires de soins à adopter un comportement favorable à l'itération en santé? Parce que la personne qui pose cette question nous explique que de nombreux médecins ne savent même pas que les patients ne les comprennent pas et que ces derniers ont peur de leur demander des explications. Okay. So is this thinking about hospitals, local hospitals? Vous parlez ici d'hôpitaux, par exemple? Par exemple, ou des médecins généralistes ou tout autre professionnel en relation avec un patient. Right. So OK. patients start to become more confident. Les patients, So if you have, for instance, within a practice, prenez par exemple un cabinet médical. Il y a un ou deux médecins, une infirmière. Ils ont une approche centrée sur la littératie en santé. Eh bien, leurs patients vont se sentir rassurés. Les patients vont peut-être se rendre chez un autre médecin à une consultation et peut-être que le patient dira à cet autre médecin, ceci n'était pas clair, pouvez-vous me réexpliquer s'il vous plaît? Et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui petit à petit va se répandre. C'est une habitude qui va se répandre. Et je pense que si les médecins et les infirmiers et infirmières comprennent qu'en agissant de la sorte, ils seront vraiment beaucoup plus efficaces, parce que sinon, vous aurez toutes des consultations, les patients viendront dire quel est le problème, le médecin dira ce qu'il faut faire, mais les choses ne changent pas. Eh bien ici, avec la littératie en santé, vos consultations seront bien plus efficaces. Et donc, dans toute organisation, vous aurez toujours des personnes qui seront plus enthousiastes face au changement que d'autres. Mais je pense qu'en mettant ceci en œuvre, eh bien, vous allez petit à petit voir que les gens vont se rendre compte que les consultations sont plus efficaces, se passent mieux grâce à cette approche. Mais vous arriverez aussi à une situation où le patient s'attendra à recevoir de l'information qu'ils peuvent comprendre assez facilement. Et il faut aussi toujours dire d'emblée au patient qu'il a le droit de poser une question. Je pense que c'est vraiment la meilleure approche à adopter pour la médecine générale. En ce qui concerne les hôpitaux, ce n'est peut-être pas si difficile parce que les hôpitaux, ce sont d'énormes organisations. Il y a des centaines de collaborateurs dans un hôpital. Et donc, je pense qu'avec des hôpitaux, vous devez veiller à ce que la direction de l'hôpital adopte la littératie en santé. Donc, il faut vraiment que la littératie en santé soit une approche soutenue par la direction et ainsi, l'organisation va tout doucement s'y habituer. Les collègues dans les hôpitaux commencent à changer lorsqu'ils voient le nombre de patients, par exemple, qui ne viennent pas à un rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur a dit, ou alors ils viennent à une consultation, mais ils sont mal préparés.
Par exemple, ils viennent pour une gastroscopie, donc ils viennent pour un examen bien précis, mais ils n'ont pas fait la préparation. Que se passe-t-il? Eh bien, il faut les renvoyer chez eux à la maison. Donc, vous avez perdu un rendez-vous à ce moment-là. Et donc, le médecin doit peut-être se demander au patient, tiens, comment s'est passé votre rendez-vous à l'hôpital? Et s'il n'y a pas de littératie en santé à l'hôpital, eh bien, à ce moment-là, il faut s'adresser à la direction de l'hôpital et il faut leur dire, si vous adoptez la littératie en santé, eh bien, vous aurez moins de rendez-vous qui sont annulés ou qui n'ont pas lieu, vos rendez-vous seront plus efficaces et les patients comprendront aussi ce qu'on attend d'eux. Et les patients vont quitter l'hôpital plus rapidement aussi. Et je pense qu'à ce moment-là, la direction sera nettement plus enthousiaste par rapport à tout ceci. Merci beaucoup. Merci Gilles. Au sein de notre réseau d'apprentissage, nous avons ressenti que lorsque l'on travaille à la littératie en santé, eh bien, votre envie personnelle est très importante. Et dans le chat, nous avons reçu une question où on dit, mais d'où vient, qu'est-ce qui vous pousse à faire ceci, à défendre ceci? Et pouvez-vous nous donner un exemple très concret dans votre travail avec la littératie en santé, des moments où vous dites, eh bien voilà, ça en vaut vraiment la peine. Quels sont ces moments? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il est très important d'avoir au sein de son organisation un défenseur de la littératie en santé, quelqu'un qui peut vraiment soutenir cette littératie en santé et qui va pousser les autres, qui va les enthousiasmer pour adopter cela à leur tour. Alors, ce qui m'a poussé, moi, à le faire, c'était par exemple un patient atteint de diabète. Un jour, son diabète, on n'arrivait plus à gérer son diabète. Et j'augmentais chaque fois son traitement, j'adaptais son traitement petit à petit. Et puis, nous étions en consultation et je lui ai demandé, je dis, mais que se passe-t-il? Tout allait bien. Tout allait bien jusqu'il y a 2 mois. Et là, aujourd'hui, plus rien ne va. Que se passe-t-il? Ce patient m'a dit, je ne sais pas lire. Ma femme s'occupe de tous mes médicaments. Ma femme a été hospitalisée. Ma femme a été hospitalisée, remplacement de la hanche, elle a eu des complications et elle a dû rester en clinique. Et en fait, je n'aurais jamais deviné que cet homme ne savait pas lire. Il travaillait en usine, il était responsable d'une équipe, il avait eu une scolarité très difficile, il avait quitté l'école sans savoir lire et il avait organisé sa vie de telle manière à ce qu'il ne devait jamais lire. Et c'est là que je me suis vraiment penchée sur le sujet. Et je me suis dit, si j'avais envoyé cet homme à l'hôpital et j'avais été sur le point de le faire, et si j'avais fait une liste de tous les médicaments qu'il ne prenait pas, mais ça aurait été une catastrophe. L'hôpital lui aurait tout donné et puis ça n'aurait pas fonctionné. Donc, à ce moment-là, je me suis vraiment intéressée à cette communication. Et plus je m'y suis intéressée, plus c'est devenu intéressant pour moi. Et je pense que lorsque on ressent cet enthousiasme et lorsque l'on peut avoir cet enthousiasme quelque part, eh bien, on le transmet forcément. Merci, Gilles, pour cette réponse. Et c'est ce qui m'avait séduit quand on vous a rencontré la première fois.
Et c'est ce qui nous a poussé à organiser ce séminaire notamment, c'est votre enthousiasme. On a vu que la littératie en santé s'insérait dans un contexte bien plus large, bien plus global. Et on a des questions qui arrivent, qui nous demandent comment est-ce qu'on combine finalement la littératie en santé et d'autres secteurs de la santé, comme par exemple la médecine scolaire. Comment est-ce qu'on combine ces deux approches? Comment est-ce que la littératie en santé peut aider la médecine scolaire? Pareil pour la réduction des risques pour les personnes toxicomanes. Comment est-ce que la littératie en santé peut être un outil supplémentaire dans ce type de travail? Okay. So schools are very exciting. Les écoles, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que tout ce dont je vous ai parlé ce matin, donc tout ce qui permet d'améliorer le système, donc améliorer la littératie, la numératie, insister sur la parole, le langage. Et lorsque vous travaillez avec des écoles, ça veut dire que vous allez introduire ces capacités, ces caractéristiques dès le début. Ces enfants vont grandir, deviendront des adultes et ils auront ces aptitudes. Dans les écoles, vous avez aussi l'occasion d'entrer en contact avec les familles. Et tous les parents veulent que leurs enfants grandissent en bonne santé. Et donc, organiser des séances autour de la santé pour une famille, eh bien, ça permet d'acquérir cette littératie en santé. Des groupes peuvent se retrouver, ils peuvent faire des exercices, ils peuvent voir aussi comment faire de l'exercice ensemble. Et à ce moment-là, il n'y a pas que les enfants qui vont acquérir une littératie en santé, mais ce seront des familles entières. Les toxicomanes, très important. Dans mon cabinet, nous rencontrons beaucoup de toxicomanes, beaucoup de drogués. Et ce qu'il faut faire, c'est expliquer clairement les risques que ces personnes courent. Il faut expliquer à ces gens comment ils peuvent prendre soin de leur santé, comment ils peuvent être moins dépendants des drogues. Il est très difficile de se détacher des drogues parce que bon, souvent ces gens ils sont imprégnés, ces toxicomanes vivent là-dedans, donc vous devez donner des outils qui vont leur permettre de trouver de l'aide, de comprendre leurs problèmes et peut-être après d'agir. On ne peut qu'aider, mais c'est vraiment un domaine très, très difficile. Personnellement, dans mon cabinet, je vois qu'il y a des personnes plus âgées, des toxicomanes qui prennent des opiacés, tramadol et plein d'autres choses. Eh bien oui, ce sont des personnes qui prennent ces choses-là parce qu'ils souffrent de douleurs chroniques. Il faut expliquer à ces personnes quels sont les désavantages de tous ces médicaments. Il faut leur expliquer comment ils peuvent diminuer leur dose et il faut voir ensemble comment les aider à y parvenir. Ce qui est très utile aussi quand des personnes viennent me voir et qu'elles souffrent de douleurs chroniques, c'est d'expliquer à ces gens pourquoi je ne veux pas leur donner quelque chose. Il faut leur expliquer qu'ils risquent de développer une assuétude. Il faut leur expliquer aussi qu'ils auront des soucis au niveau de leur santé, des soucis différents. Ils seront un peu fatigués, ils seront moins vigilants, leur concentration baissera. Donc, il faut leur parler, il faut leur expliquer, il faut essayer de trouver un traitement qui permet
d'éviter de donner des médicaments aux gens, des médicaments par lesquels ils vont développer une dépendance. Il est aussi très, très utile de travailler avec des personnes, par exemple, des pompiers, par exemple, qui sont très actifs dans le domaine de la prévention. On peut leur apprendre la littératie en santé parce qu'après, ils pourront expliquer les choses aux gens de façon tout à fait intelligible et les gens comprendront, par exemple, après comment réduire le risque d'incendie chez eux à la maison. Donc, les possibilités sont franchement illimitées. C'est très intéressant tout ça. Et effectivement, les sapeurs-pompiers doivent peut-être aussi participer à créer cette société où les gens ont toutes les capacités nécessaires pour bien se gérer. Eh bien, nous travaillons surtout dans le domaine de la santé et là, nous voyons que ce sont donc les prestataires de soins et toutes les personnes doivent être engagées, doivent être encouragées à travailler avec la littératie en santé. J'ai posé plusieurs questions ici maintenant et nous nous rendons compte que tout cela n'est pas évident. Est-ce que vous avez des conseils pour veiller à ce que, par exemple, un assistant social, un kiné, un médecin traitant, comment peut-on veiller à ce que ces différentes personnes parlent un même langage, comprennent les choses de la même façon et que ces personnes soient encouragées à faire le nécessaire? Eh bien, je pense que les prestataires de soins à domicile peuvent faire bon usage de connaissances en matière de littératie en santé, parce que ces personnes se rendent chez des personnes vulnérables et ces personnes peuvent voir quels sont les besoins spécifiques de ces personnes et, une fois de plus, faire prendre conscience à ces équipes de l'importance de la littératie en santé peut être particulièrement utile. Ils peuvent veiller à ce que les moyens dont les gens disposent soient le mieux mis à profit. Par exemple, quand ils se rendent chez quelqu'un et on donne à des patients toute une série de moyens qu'ils peuvent utiliser, mais qu'on ne va plus chez eux après, on constate qu'ils ne les utilisent pas. Et donc, je crois, une fois de plus, que la littératie en santé peut permettre de rendre les choses beaucoup plus efficaces pour elles. Alors, il y a bien sûr tout le volet du travail social. Il est clair que ces personnes peuvent jouer un rôle tout à fait essentiel. Le système de santé est un système particulièrement complexe. Il faut pouvoir savoir comment obtenir l'aide souhaitée, l'aide nécessaire. Gilles, une des solutions, c'est peut-être de former ces professionnels à la littératie en santé et à la littératie en santé organisationnelle. On voulait savoir un peu comment ça se passait au Royaume-Uni, comment est-ce que les professionnels peuvent se former et savoir un peu quel temps est consacré à cette formation, quelles sont les méthodes qui sont utilisées, est-ce que c'est plutôt dans le cursus de base des professionnels de santé ou bien est-ce que c'est plutôt de la formation continuée? Comment ça se passe chez vous? I would say that it's patchy. So it Je tends dirais que, bon, il y a les cabinets de généralistes, il y a les hôpitaux, il y a des comités qui s'occupent de la formation. Bon, si quelqu'un est intéressé par la littératie en santé, ce sera assez déterminant.
Et bon, mais ça dépend très fort. C'est un peu comme une loterie. Si vous vivez dans une zone où les prestataires de soins sont conscients de l'importance de la littératie en santé et appliquent les principes de la littératie en santé dans leur pratique quotidienne, ça changera les choses. Alors, je veille à ce que les écoles de santé intègrent la littératie en santé dans leur programme, mais ça diffère très fort. Alors, ce qu'il faudrait, et j'essaie de le mettre sur pied, c'est un groupe qui a pour but de rassembler des représentants du secteur de la santé et du secteur de l'éducation pour identifier les meilleures pratiques et cela sera sans doute la manière la plus efficace d'arriver à un résultat concret. Une autre approche consiste à veiller à ce que la littératie en santé soit réellement reprise parmi les socles de compétences pour le personnel infirmier, le personnel enseignant, etc. Mais ce n'est pas facile à faire, c'est très difficile. Il est très difficile de veiller à ce que tout cela soit repris au niveau national. Et là, à nouveau, il faut rassembler les personnes clés qui détiennent les leviers du pouvoir et qui peuvent mettre cela en application. Ces personnes, il faut les rassembler, les inciter à travailler en ce sens. Et j'essaye de faire cela depuis 15 ans, sans grand résultat, mais je continue. Mais finalement, ce qu'on fait, on fait pour le mieux. Et quand je vois ce que cela peut apporter à mes patients et aux patients de la zone, eh bien, cela m'encourage à continuer à agir en ce sens. Mais c'est un énorme problème. Et le problème est toujours le même. C'est que, à moins qu'il y ait une obligation qui soit imposée, ce sont les meilleurs généralistes, les meilleurs hôpitaux, les meilleures écoles qui vont opter pour cette approche. Et le risque alors, c'est que vous risquez encore d'agrandir les inégalités. Et donc, on peut le faire, mais il faudra impliquer les autorités et il faudra qu'il s'agisse d'un changement obligatoire. Et c'est la meilleure façon d'agir. Oui, merci. On voit que le niveau macro, le niveau politique sont des acteurs essentiels, mais on en revient maintenant avec la question suivante au niveau micro. Et là, nous constatons en fait tout ce que vous avez dit ici aujourd'hui, que cela prend du temps. Ça prend du temps d'expliquer les choses aux patients, d'utiliser certains médicaments, de ne pas en utiliser d'autres, etc. Alors, il y a également un champ de tension qui se crée parce que vous disposez de peu de temps. Vous allez encore être mis davantage sous pression. Vous disposez déjà de fort peu de temps pour vos consultations. Est-ce que vous avez des conseils à donner en la matière? Eh bien, une possibilité est de prolonger la durée de la consultation. Le directeur de mon cabinet, les autres médecins de mon cabinet, il a fallu pas mal de temps pour les convaincre de la nécessité de cela. Si on se base sur des consultations de 10 minutes, et ces consultations de 10 minutes ne sont pas efficaces, vous allez voir 3 ou 4 fois le même patient et rien ne va changer. Si la consultation est un peu plus longue,
Et si vous prenez le temps nécessaire pour expliquer les choses comme il se doit et pour inciter les patients à changer leur attitude, ils devraient revenir moins souvent et donc cela rendra les soins plus efficaces. Mais c'est vrai, c'est un problème parce que il y a ce champ de tension. Les personnes sont exigeantes, elles veulent voir un médecin bien précis à tel moment, etc. Et donc, c'est quelque chose qui doit être introduit graduellement. Et je crois que si vous considérez la liste des patients et si vous regardez quels sont les patients qui viennent le plus fréquemment consulter, eh bien, vous pourriez leur dire, ah, on va vous donner moins souvent la possibilité de venir, cela va libérer du temps que vous allez pouvoir utiliser. Mais si c'est efficace et si les patients viennent moins souvent, peut-être que, bon, je ne vais pas introduire cela. Pas non plus veiller à ce qu'il y ait de doubles rendez-vous qui soient donnés, mais je crois que l'approche la plus valable serait de donner suffisamment de temps à ceux qui viennent souvent vous trouver pour qu'ils puissent bien comprendre quelle est l'affection dont ils souffrent, ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur état de santé. Et je crois que cela, c'est sans doute l'approche qu'il faut adopter. Gilles, vous l'avez dit, vous avez une large expérience de travail avec des personnes d'origine étrangère. Et on a une question ici d'un centre qui s'occupe de l'intégration des personnes d'origine étrangère, qui fait déjà des séances collectives pour travailler les questions de santé. Et cette personne nous demande, au regard de votre expérience, si vous avez d'autres pistes de travail pour travailler la santé avec ce type de population, à part des séances collectives et l'accueil de professionnels qui viennent présenter une thématique ou une autre. Eh bien, tout d'abord, j'utiliserai des interprètes et je veillerai à ce que les interprètes comprennent l'importance de la littératie en santé. Il faut bien leur expliquer l'approche aussi. Sinon, si vous avez un patient qui vient en consultation avec un interprète, bon, peu importe le niveau de littératie en santé du médecin ou de l'infirmière, si l'interprète n'arrive pas à transmettre le message de manière compréhensible. Et cette consultation n'aura aucun effet. Ça, c'est un premier point, une première suggestion. Deuxième suggestion, il faudrait travailler avec les leaders des communautés religieuses pour que ces questions soient abordées à la mosquée ou dans une église ou une paroisse locale. Et il faut que ces personnes s'adressent à leurs paroissiens, à leurs croyants et leur expliquent les choses et veillent également à entreprendre des actions afin de leur expliquer à quel point la littératie en santé peut leur être utile. Je crois que ce sont les deux suggestions que je formulerai. Et par exemple, nous avons eu un tout gros problème avec des personnes qui arrêtaient de prendre leurs médicaments durant le ramadan.
Et donc, nous nous sommes adressés à la mosquée locale, que la plupart de nos patients fréquentent, et le message a été transmis lors de la prière du vendredi, et de la sorte, nous avons pu prendre ce problème en main. Ces personnes qui cessaient de prendre leurs médicaments durant le ramadan. Et donc, de telles approches peuvent réellement avoir un résultat tout à fait appréciable. Grand merci. Jill, la question suivante est une question qui traite de l'aspect numérique. C'est fort important au sein des organisations. La communication en ligne, certes, c'est très pratique, mais il y a encore beaucoup d'individus qui n'ont pas accès à l'Internet. Alors, comment aborder cela? Eh bien, je dirais que les capacités numériques sont fort importantes. Et je crois que pour ce qui est de l'accès à l'Internet, j'en discuterai avec les autorités locales, avec les bibliothèques du coin, etc. pour que ces personnes puissent utiliser, par exemple, l'Internet à la bibliothèque locale. Et ça présente encore d'autres avantages, parce que vous pourriez organiser là-bas des contacts avec des médecins qui pourraient parler de santé, de la santé, de l'importance d'un régime alimentaire adapté, etc. Et donc, avec l'augmentation du prix des carburants, beaucoup de personnes ont commencé à fréquenter à nouveau les bibliothèques parce qu'il y fait bon, il y fait chaud. Ça permet de réduire leur coût de chauffage. Et c'est également un endroit où l'accès à l'Internet est facile et où des aptitudes, une certaine connaissance pratique de l'informatique peut être dispensée. Puis également, ceux qui disposent d'Internet, mais qui ne sont pas en mesure d'utiliser pleinement les possibilités qui leur sont offertes et qui ne sont pas sûrs, par exemple, d'utiliser des informations valables. On a vu ce qui s'est passé au moment de la pandémie. Sur certains sites, on pouvait lire « il ne faut pas porter de masque », « il ne faut pas se faire vacciner », etc. C'est un énorme problème et donc il reste encore beaucoup de travail à faire afin de permettre à la population de bien comprendre si l'information dont ils ont pris connaissance est d'une source fiable. Les bonnes informations, vous pouvez les utiliser, mais les mauvaises informations, elles sont très dangereuses. Parce que si vous suivez ce qui est dit dans ces messages tout à fait erronés, vous pouvez gravement porter atteinte à votre santé. Et donc, oui, c'est un élément important de renforcer les capacités numériques de la population. Jill, vous avez parlé des professionnels du social tout à l'heure en parlant de littératie en santé. Et une des questions qui nous est revenue, c'est comment définissez-vous la santé quand on parle de littératie en santé organisationnelle? Quelles sont les limites du concept de santé et les limites d'action de la littératie par rapport à ce concept qui peut être très global?
I like the WHO definition of health as a state of L'OMS définit la santé comme étant un état de bien-être social et physique. Et j'essaye d'encourager mes patients à évoluer en ce sens. Maintenant, bien sûr, même si nous vivons de manière tout à fait saine, on aura tôt ou tard des problèmes de santé. Mais même si vous avez un problème de santé, vous pouvez encore bien vivre. Et donc, les personnes doivent être en mesure de constater si quelque chose ne va pas, doivent comprendre qu'il faut réduire les risques de tomber malade. Bon, d'accord, ça c'est un premier point. Mais la littératie en santé, elle est également là pour donner les moyens aux individus de se sentir en bonne santé et d'être en bonne santé, et tout particulièrement de prendre en main leur santé mentale. Il y a eu un programme de littératie en santé qui a été lancé il y a 10 ou 15 ans au Royaume-Uni, et un élément important qui est apparu est que les individus comprenaient mieux l'importance de la santé mentale et de ce qu'il fallait faire pour rester en bonne santé mentale. Et à ce niveau-là, par exemple, le travail avec les écoles peut être particulièrement efficace. Et ces compétences en matière de littératie en santé, en les transmettant aux adolescents, eh bien, on veille à ce qu'une fois adultes, ils soient en meilleure santé que s'ils n'y avaient pas eu accès. Merci beaucoup, Gilles. Le temps s'écoule beaucoup trop rapidement. Il y a encore beaucoup de questions qu'on pourrait vous adresser. Mais encore une dernière question, peut-être avant d'aborder vos derniers slides. Cette dernière question est la suivante. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez aux participants à ce webinaire? S'ils pouvaient faire une chose pour faire bouger les choses au sein de leur organisation, que pourraient-ils faire? Peut-être que je leur remontrerai un de mes premiers slides et je leur expliquerai pourquoi la littératie en santé est importante. Les personnes qui ont un faible niveau de littératie en santé sont plus souvent malades, ne se sentent pas bien, ça a un impact sur leur vie quotidienne. Et au moyen de choses simples, on peut améliorer cette situation. Et ces pas tout à fait simples vont permettre de rendre ces patients en meilleure santé. Et je crois donc que ça ne va pas produire peut-être un changement fondamental, mais une fois que ces personnes comprennent que le généraliste est prêt à faire ces avancées avec eux, ils seront disposés à d'autres propositions qui leur seront faites. Mais n'hésitez pas à utiliser mes slides. Merci, Jill. On pourrait maintenant encore regarder les derniers slides de la série avant de passer à la conclusion. Alors voilà,
Ça, c'est en réponse à votre dernière question. La littératie en santé organisationnelle fonctionnera le mieux dans une organisation qui développe ou qui a une culture d'innovation et qui souhaite tout le temps améliorer sa qualité. Une organisation va pouvoir développer une littératie en santé lorsqu'elle soutiendra les gens, elle les aidera à accéder, apprécier et comprendre l'information. Tout cela va faire que vos patients se sentent mieux. Cela augmentera vos chances de réussite à tous les niveaux de votre organisation. Nous avons parlé, ou j'ai dit tout à l'heure qu'il est important d'avoir un véritable défenseur de littératie en santé. Donc, il faut avoir quelqu'un comme ça, quelqu'un qui encourage le changement, quelqu'un qui va encourager les gens à s'adapter. Pensez aussi à avoir des réseaux, à vos réseaux. Si vous avez plusieurs cabinets qui sont intéressés, rassemblez-les, soutenez-vous les uns les autres à adopter ce changement. Le dernier transparent alors, ou le dernier slide, est un slide qui vous donne des références en matière de lecture. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez lire sur la littératie en santé, eh bien, voici quelques références utiles. Merci beaucoup, Gilles. Ça va répondre justement à une des dernières questions qui concernait justement des références et des documents à lire. Voilà, on a une liste de références. Juste pour dire évidemment que les slides seront disponibles. Est-ce que vous pensez qu'il est utile que je mette mon adresse mail dans le chat? Je mets mon adresse mail dans le chat pour si les gens veulent me contacter. De toute façon, on va mettre votre adresse mail, votre présentation et le webinaire sera accessible en ligne. Donc comme ça répond aussi à des questions qu'on a reçues. Vous allez avoir tout l'accès à toutes les infos. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anne pour conclure ce moment. Ja, ik wil misschien eerst en vooral u toch nogmaals bedanken, Gilles. Alors, je voudrais tout d'abord vous dire merci. Merci beaucoup, Gilles. Je pense que nous avons beaucoup parlé de ce thème. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai pris quelques notes. Il est très difficile pour moi de résumer ici en détail tout ce qui a été dit. Mais je retiens quand même un certain nombre d'éléments. Premièrement, les cadres qui existent, les instructions. Et puis, il y a des personnes comme vous. Vous êtes des expertes, vous travaillez vraiment sur le terrain. Vous avez énormément de choses à nous apprendre. Nous pouvons apprendre énormément aussi les uns des autres. Et ça, c'est vraiment nécessaire quand on cherche et on expérimente. Ce qui est important aussi, c'est le pourquoi. Nous devons nous motiver, nous devons encourager des collègues. Ça, ce sont des choses auxquelles il faut penser sans cesse. Il faut sans cesse se demander, mais pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Et puis, vous avez été très convaincante. Vous avez parlé aussi de l'efficacité. L'efficacité, vous avez parlé de gain de temps aussi. Un gain de temps plutôt que avoir peur de l'investissement en temps que tout ceci représente. Ce que j'ai noté aussi, c'est que le demandeur a souvent la réponse. Donc, c'est en travaillant en étroite collaboration avec le demandeur et le prestataire de soins, eh bien, qu'on y arrive. Ensuite, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et puis aussi, est-ce que tout le monde est convaincu? Parce que c'est vrai qu'au sein d'une organisation, il faudra que tout le monde, que tous les niveaux suivent pour pouvoir avancer. Et puis, on arrive au niveau macro. Il y a l'importance de la formation. Est-ce qu'on veut vraiment créer un mouvement structurel, un mouvement où l'on va évoluer vers une société qui est dotée d'une bonne littératie en santé? Et enfin, au sein de toute la politique en matière de soins de santé,
tout ce qui concerne le bien-être. Et puis, ça va plus loin aussi. Il y a les sapeurs-pompiers aussi. Et ce que je retiens aussi, c'est que vous avez dit qu'il fallait ces défenseurs de la littératie en santé, ces champions, comme vous dites. Mais il faut des ambassadeurs. Il nous faut des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est vous, les participants à ce webinaire, des personnes qui sont convaincues par la littératie en santé à tous les niveaux, surtout au niveau de la littératie en santé organisationnelle. Et je voudrais aussi souhaiter bonne chance à tout le monde dans sa pratique, dans son travail. Merci aussi à tous les collègues et merci aussi aux interprètes qui nous ont aidés ce matin à nous comprendre. Merci à tous. Not very well. Yes. Yes, I'm fine. The only problem was I could hear myself in duplicate, which is why I kept stumbling. But I think it was okay. I just spoke more slowly.